L'idée, c'était de manière informelle, sans qu'il y ait du monde, avec, disons, l'agilité et la capacité de persuasion du doyen Jean-Marie Doré, c'était de parler au capitaine comme quoi la situation actuelle, si elle perdure, s'ils continuent dans leur logique, on risque d'aller directement au mur. Mais bon, ainsi les choses n'ont pas pu se faire et nous sommes retournés. Par la suite, ce mois d'avril, le mois de mai, la tension commençait à monter. Et il y a une initiative qui a été concoctée, comme quoi il est bon de voir, pour relancer le processus, la création d'une commission ad hoc, 11 des forces vives et 11 du CNDD, pour essayer, en concertation, de trouver les voies et issues pour faire redémarrer le processus politique qui était totalement bloqué. Malheureusement, c'est au cours de cette concertation de paritaire entre CNDD et Forces vives qu'il y a eu un changement majeur, parce que dans l'ordre du jour, il n'était pas question d'intervertir l'ordre des élections, c'était simplement de relancer le processus pour que nous puissions, par le processus de dialogue et de concertation, de frayer la voie à ce qui peut nous permettre d'avoir une transition conséquente. C'est au cours de ces réunions, que cette commission, qui n'en avait pas le mandat, a demandé à ce que les élections présidentielles soient mises en premier lieu et que les législatives soient renvoyées à une autre période. Or, cette organisation et ce timing, ce n'était pas fait pour simplement on peut changer le premier au second, le second au premier, non. C'était pour éviter que dans le cadre de ces compétitions à caractère présidentiel et individuel, que la polarisation ethnique soit exacerbée par les origines ethniques ou régionales des différents candidats. Ça, c'était la motivation pour laquelle nous préférions que les élections législatives passent avant la présidentielle. Pour être plus complet, dans le cadre des forces vives, il n'y avait pas unanimité par rapport à cette question. Le RPG principalement, et l'UFDG et tous les autres étaient pour les législatives d'abord avant la présidentielle. C'est seul dans le cadre des forces vives, l'UFR de M. Sidya Touré, qui privilégiait l'option d'aller directement à la présidentielle. À partir du moment où, de manière concertée, cette commission a mis en avant la présidentielle, le compte à rebours a commencé. Je me souviens qu'à partir de ce moment-là, le président de l'UFDG s'est rendu en tournée en Haute-Guinée et il a été bloqué à l'entrée à Cancan. Et donc, la question, disons, du leadership pour être, disons, le plus présidentiable possible, a pris le dessus sur toute autre considération. Bon, il y a d'autres événements ou d'autres facteurs qui ont motivé cela, et notamment la convocation des élus locaux par le CNDD pour savoir si oui ou non ils sont favorables à une candidature du président du CNDD. Bon, je ne vais pas rentrer dans le fond, mais je le signale pour montrer qu'il y avait déjà une démarche, j'allais dire, structurée et programmée pour aller vers une présidentielle avec le candidat du CNDD en ligne. Je rappelle également, après notre entrevue avec le colonel ou le commandant Moussa Keïta, qui était le secrétaire permanent du CNDD, malgré nos actions de médiation
pour essayer de désamorcer la crise. Quelque temps après, on a entendu le même secrétaire permanent du CNDD déclarer publiquement Dadis ou la mort. C'est à partir de ce moment-là que la situation politique s'est profondément détériorée. Je rappelle qu'au même moment, sur le plan de la communauté internationale, il y avait le groupe international de contact sur la Guinée qui, de manière régulière, venait en Guinée pour se concerter avec les forces vives. Et la montée des tensions a été notée par des rapports, par des discussions, par beaucoup d'aspects qui ne méritent pas d'être explicités dans cette introduction préalable. Donc c'est comme ça que progressivement, malgré tout, nous sommes avancés au mois de juillet, mois d'août, dans une situation où il semblerait que la candidature est irréversible. Mais ce qui a mis la goutte d'eau pour faire déborder le vase, le président Abdoulaye Wade a été invité à Conakry par le CNDD. Il est venu et le CNDD a rassemblé une foule à l'esplanade du Palais du Peuple pour montrer, disons, sa popularité ou l'assentiment populaire pour soutenir les thèses qu'ils avançaient. Et à ce moment-là, au haut de l'esplanade du Palais du Peuple, le président Wade a déclaré je vois cette foule, je vois que le CNDD est populaire et je ne manquerai pas de prendre les photos, la vidéo de ce monde et je vais le montrer à mes pairs de l'Union africaine pour expliquer, disons, le soutien que le CNDD bénéficie au niveau de la population. Et ça, c'était pour nous, Force Vive et tous les démocrates, quelque chose qui était, en d'autres termes, c'était une alerte maximale. Nous ne pouvions pas rester à partir de ce moment-là sans rien faire. C'est à partir de ce jour-là que l'idée de dire si c'est cette foule qui a été rassemblée par le CNDD au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple qui peut légitimer une candidature du capitaine Moussa Dadis Camara ou du candidat du CNDD, il nous faut montrer que la réelle légitimité est du côté de la population guinéenne qui, dans sa très grande majorité, ne voulait pas, disons, d'une dictature à caractère militaire, mais voulait la démocratie. Ça, c'était au moment, à cette période-là. Quelques jours après, une campagne de terreur s'est installée, commençait à s'installer au niveau des esprits, et nous nous sommes dit, en laissant cela continuer, la peur risque de gagner tout le monde et on risque de ne rien pouvoir faire pour empêcher que la Guinée aille encore une fois dans une direction qui risquerait de l'impacter négativement pour des années et des années. Donc, ça, c'est l'élément essentiel. Il y a un événement qui n'est pas du tout lié directement, mais le président de l'UFDG a été bloqué par une ou deux fois à l'aéroport de Conakry puisqu'il ne pouvait pas revenir. Et même un avion a été, on lui avait interdit l'atterrissage pour l'empêcher de rentrer à Conakry. Au niveau de, là, c'est au niveau de l'UFDG simplement, nous nous sommes dit, si rien n'est fait pour contrebalancer la campagne de terreur, la Guinée risque de sombrer. Et malgré les réticences de certains des membres de la direction, nous avons pris la décision d'accueillir le président de l'UFDG à sa descente d'avion quelques jours après. Et cela a permis de désamorcer
la campagne de terreur qui s'instaurait. Et cet accueil qui a été organisé de manière impromptue et de manière, j'allais dire, sur le vif, a rassemblé du monde et nous l'avons ramené jusqu'au niveau du siège de l'IFDG à Hamdallahi. Mais tout ça s'est passé dans le calme et la sérénité. Et au niveau des hauteurs de Bambeto, nous avons été escortés à partir de ce moment-là par le commandant Thieboro qui était venu et a encadré la foule jusqu'au niveau du siège de l'IFDG. Donc, cela était un test pour savoir si oui ou non, est-ce que la société guinéenne était mûre pour pouvoir exprimer ses attentes ou bien c'était la léthargie totale. Donc ça, c'est un événement test qui a permis dans nos têtes de se dire qu'on est en capacité de rassembler du monde le jour où on décidera de répondre au CNDD lorsqu'il a rassemblé du monde au niveau du Palais du Peuple. Bien, la période de carême a été une période qui a permis de garder une certaine sérénité et de préparer le lundi 28 septembre 2009. Bien, permettez-moi de boire un... Allez-y. Donc les conditions politiques, les conditions de la mobilisation étaient plus ou moins réunies et nous avons préparé l'organisation de la manifestation de manière relativement sereine. Bien, qu'est-ce que je peux dire à ce niveau-là? Je saute les péripéties qui ont amené jusqu'à la préparation. Mais l'ensemble des forces vives étaient préparées à participer. Bon, à la dernière minute, il faut dire que certains se sont désistés. Les organisations syndicales et certaines organisations de la société civile qui devaient payer leur quote-part pour l'organisation de la manifestation ne se sont pas montrées à la dernière minute. En parenthèse, cela n'a pas empêché les leaders de ces organisations à être les ministres des forces vives par la suite. Mais ça n'a pas tellement d'importance par rapport à l'objet de de cette déclaration. Donc, j'en viens un peu avant, parce que j'ai entendu beaucoup de choses concernant la participation, oui ou non, de certains responsables à l'organisation du 28 septembre 2009. Je dois préciser que nous avions expressément indiqué que tous les premiers responsables de toutes les formations politiques, principalement, devaient être à Conakry pour participer à cette manifestation. Et c'était extrêmement important puisque nous avions eu en 92 un effet contraire qui avait fait qu'au moment où il fallait lutter pour l'émergence de la conférence nation souveraine, à la dernière minute, certains responsables s'étaient éparpillés un peu partout dans le pays et ce qui était prévu n'a pas pu se faire. Bref, donc nous tenions à ce que tous les premiers responsables soient au Conakry. Lorsque j'ai constaté que le président Alpha Condé n'était pas présent, j'ai appelé M. Diané, qui était le secrétaire permanent du RPG, pour lui demander est-ce que oui ou non le président du RPG sera à Conakry. Il dit qu'il est aux États-Unis, il assiste comme observateur à l'Assemblée générale des Nations unies qui intervient très souvent
au courant du mois de septembre. Alors je lui ai dit, il faut dire à M. Alpha Condé, de manière solennelle, de faire une déclaration sur les ondes pour exprimer la participation et la solidarité du RPG par rapport à la manifestation qui était projetée. C'est ce que le président Alpha Condé a fait sur les ondes de RFI, je crois le dimanche matin, si ma mémoire est bonne. Mais cette déclaration a été faite pour exprimer la solidarité et la participation du RPG à la manifestation du 28 septembre 2009. Donc, sinon, tous les autres responsables étaient présents et il n'y a pas eu de doute sur cette question. Donc, la journée du matin, il pleuvait, il y avait une fine pluie et nous avions indiqué que nous devions nous retrouver chez le doyen Jean-Marie Doré dès la première heure. Ça, c'est un. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais dire qu'est-ce qui était projeté. Pourquoi le 28 septembre? Le 28 septembre, ce n'était pas choisi fortuitement. C'était pour nous de rendre hommage à cette journée du 28 septembre 1958 où la Guinée a opté pour l'indépendance en disant non à la colonisation. Le 28 septembre 2009, de manière claire, nous voulions que le 28 septembre 2009 soit, disons, l'autre versant du 28 septembre 1958, c'est-à-dire non à la dictature et oui à la démocratie. Et l'objectif, c'était pas de, comment on appelle ça, de sortir pour qu'il y ait des dégâts. Nous avions indiqué de manière formelle que ce sera une manifestation pacifique. Et nous avions interdit à tout le monde d'être muni de sachets ou quoi que ce soit qui aurait pu porter, qui aurait donné d'autres idées à certains qui croyaient que les gens transportaient soit des armes blanches ou autres. Donc tout le monde devait venir les mains nues au stade, aux abords du stade du 28 septembre, aux abords du 28 septembre. Donc ça c'est. Et pourquoi le 28 septembre? Le 28 septembre 1958, c'était un référendum. Les gens ont voté pour dire non à la colonisation. Le 28 septembre 2009, l'objet, c'était de montrer, suite à la déclaration du président Wade, que l'écrasante majorité de la population guinéenne ne voulait pas du tout d'une candidature militaire à la présidentielle et que les engagements qui ont été formulés devraient être respectés. Et donc, ce référendum, c'était par le nombre, par la présence et par la masse qui devrait venir de tous les côtés. Du côté de Kaloum, du côté de Matoto, de Madina, du côté de Ratoma, tout devait déferler pour se retrouver à l'esplanade du Palais du Peuple, à l'esplanade du 28 septembre, pour tenir un meeting à ce niveau-là. Bien entendu, nous avions envoyé des lettres d'information à la municipalité de Dixine le 23 septembre pour les informer de l'organisation de cette manifestation pacifique. Et ils nous ont répondu et une lettre analogue a été envoyée au ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque l'esplanade du 28 septembre était une zone qui relevait des compétences de la direction du stade du 28 septembre. Donc l'objet, c'était de se retrouver au niveau de l'esplanade et 2 camions qui transportaient des conteneurs étaient mobilisés pour ce jour-là, être prédisposés à ce niveau-là avec des haut-parleurs pour que le meeting de sensibilisation puisse se faire.
Mais malheureusement, nous n'avons pas pu, les camions sont venus tardivement, tellement la foule était compacte, ils n'ont pas pu se présenter. Bref, je reviens au départ. Donc, chez le doyen Jean-Marie Doré, nous nous sommes tous retrouvés à ce niveau-là le matin à partir de 8 heures. Et tout le monde était présent, sauf le président du RPG qui, pour les raisons que j'ai avancées tout à l'heure, n'était pas là. Et le doyen Jean-Marie Doré était un peu réticent pour aller au stade, parce que des confidences qui ont été formulées, il aurait reçu soit des menaces la nuit, et le président de l'UFR également a indiqué qu'il a reçu tardivement un coup de fil lui demandant de surseoir à la manifestation. Donc il y avait des tractations pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. 13 ans de difficultés, de pensées, d'accusations fortunes. Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour. C'est pourquoi, avant de parler du 28 septembre, je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émues aux familles éplorées des victimes de cet événement malheureux, que la terre de notre chère nation le soit légère. Ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui. Cela est un droit naturel, la vie. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je voudrais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 28 septembre 2008. Comme à l'accoutumée, à 8 heures donc, j'ai pris mon garde des corps, comme vous le savez, mon chauffeur, et comme je logeais à Duxine, je suis allé chez moi, ou je partais chez moi, vers Bambeto. J'ai vu un attroupement de personnes, mais non hostiles. J'ai continué mon chemin vers Amindalaï également. Le même dispositif était là. Il y avait des policiers qui étaient là, il y avait les gens qui étaient regroupés, mais il n'y avait pas d'affrontement. Et je suis allé chez moi. J'ai voulu prendre le déjeuner, mais chemin faisant déjà, j'ai appelé l'un de mes hommes, qui est le colonel Blaise Goumou. Je lui ai dit, alors je viens à la maison. Mais on me dit déjà par Taliki qu'il y a les attroupements devant Duxine. Alors je vais aller les sensibiliser, je pense qu'ils n'ont pas compris le contenu des communiqués, des différents communiqués qui demandaient un report juste de cette manifestation pacifique, comme il le disait, ou la remettre soit le lendemain ou les jours suivants, pour des questions que vous connaissez. Le 28 septembre est une journée fêtée, fériée, chômée et fériée en République de Guinée, pour des raisons que c'est le jour qui a annoncé, s'il faut dire, notre souveraineté et notre indépendance. Monsieur le Président, c'est ainsi que je suis allé à domicile. Chemin faisant, j'ai trouvé un attroupement vers l'esplanade du stade de 28 septembre. Cet attroupement, vous avez une clé USB
que j'ai remise à mes avocats qui vont vous exhiber au moment venu. Et si on peut le passer en ce moment, ça me ferait vraiment un grand plaisir. Monsieur le Président, comme tout le monde l'a vu et tout le monde l'a entendu, je suis descendu de ma voiture. Un chauffeur, un garde des corps, comme j'ai été toujours d'ailleurs. Je descends de ma voiture, les gens m'ont accueilli avec applaudissements. Cet applaudissement m'a permis, cet enthousiasme m'a permis de m'adresser à ce monde qui venait, mais juste devant, il y avait un monde fou derrière que je ne voyais pas trop parce que la file était longue. Je me suis adressé vers les 10 heures à ces gens, dans l'enthousiasme là, dans l'applaudissement. Je les ai dit ceci. De laisser Dadi, c'est d'un côté, les leaders de l'autre, mais c'est la République qui gagne quand on est en paix. Et que l'applaudissement qu'ils m'ont réservé est bien compris, mais la solution était que nous soyons tous dans la dynamique de fêter ensemble les mains dans les mains. Je suis resté dans ça, comme vous avez vu sur les CD, ou certainement sur YouTube. Il y avait un bouhaha. Ceux qui étaient devant me comprenaient, chacun applaudissait. Entre-temps, j'étais avec le chef de quartier de Dixine, qui est cité d'ailleurs comme témoin. Les gens, ceux qui étaient devant, avaient compris, parce que l'applaudissement continuait. Entre-temps, quelqu'un m'a dit que les leaders étaient du côté du stade, du côté de l'université Gamal. Au lieu de continuer à parler avec les gens, la voix ne portait pas, et je n'avais pas de micro non plus. Il était question alors d'aller vers les leaders qui se trouvaient de l'autre côté, aller m'adresser à eux pacifiquement. Je pense que les lieux étaient jonchés de journalistes. Je pense que les preuves aujourd'hui, en termes d'image, sont disponibles. J'ai été rencontrer les leaders. Quand je suis descendu, j'ai vu sur place là-bas, en provenance selon eux, de chez Feu Jean-Marie Doré, où ils étaient en réunion avec les leaders religieux. Je les ai rencontrés. Alors, dans notre débat, j'ai dit à mon grand frère, comme je l'ai toujours dit dans notre conversation, parce que j'ai eu à discuter avec simplement M. Sidiak Touré, les autres étaient là simplement comme observateurs, mais tout le monde nous écoutait parce qu'ils n'étaient pas aussi nombreux. Je lui ai dit, grand frère, je pense que les communiqués qui ont passé, vous avez tous compris. Il dit oui. Mais je viens d'être saisi que de cause à déjà, Amdalaï jusqu'à Bameto, et Bameto jusqu'à Amdalaï, jusqu'à maintenant où nous sommes arrêtés, que tout a été complètement saccagé. Les citoyens ont été vandalisés. Il dit c'est extrêmement grave cela lorsqu'on est en train lorsqu'on a à avoir affaire aux gens qui sont appelés à gérer ce pays-là un jour. Le grand frère Sidia m'a répondu que nous sommes dans une république, qu'on peut casser tout aujourd'hui et puis demain on peut reconstruire. J'ai dit mais si on continue à casser de la sorte, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Monsieur le Président, c'est sur ça que nos discussions étaient. Il a demandé s'ils ont écouté les communiqués. Il a demandé si l'appel du président Dadis à l'époque du CNDD avait tardivement la nuit, si lui, il n'avait pas compris le bien fondé. Il m'a dit que pour le moment, il veut nous faire une déclaration et il veut s'en aller. De fil à aiguille, comme vous avez écouté, on s'est compris. On s'est compris sur quoi? Il était question de libérer tous ceux qui se sont rendus coupables des casses ce jour et en contrepartie et reporter, parce que moi-même j'ai insisté, même si c'est demain. Même si c'est demain le 29, au stade de Nongo, parce qu'ici, là, il y a un match qui est en préparation, au stade de Nongo, moi je peux vous accompagner comme je l'ai toujours fait.
Alors, je pense qu'on s'était compris, et j'ose croire qu'on s'était vraiment compris. Parce que la conclusion était, nous allons vers nos militants pour aller les expliquer ce que nous avons entendu, nous avons retenu ici, mais en contrepartie, il est question, c'est frère Cellou Dalein qui a posé ce problème, et là, Cellou Dalein. En contrepartie, il est question que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. J'ai dit que je ne sais pas si quelqu'un est arrêté, mais ceux qui étaient déjà avec un pick-up policier ou pick-up policier qui étaient à côté, j'ai tout de suite, pour les questions de paix, j'ai dit aux policiers, libérez ces gens-là, si c'est ceux qui peuvent amener la paix. Je pense que dans l'ordre d'opposition, certainement, s'ils n'ont pas occupé la partie, je pense qu'ils doivent normalement revenir sur ça. Les gens ont été libérés aussitôt devant eux, une manière de leur rassurer que ce qui est de notre côté, qu'on va vraiment accomplir cette mission pour que la paix vraiment règne, pour que la journée soit une journée vraiment fériée pour tous. Ainsi, c'est là-bas où on s'est quitté. Moi, je suis revenu chez moi. Je suis revenu chez moi, et rapidement prendre une douche, je suis à déjeuner. À l'époque, je n'avais qu'un enfant. Ma femme était encore jeune. Et j'ai pris, juste causé avec madame, il dit que, écoutez, la situation sur le terrain n'est pas bien. J'ai pris un engagement, je vais vers CMS. De passage, je suis venu vers la CMS. CMS, je n'ai trouvé personne. Je l'ai dit dans ma déposition. Personne arrêté. Donc, chemin faisant, parce que mon bureau était au camp, juste à la sortie vers l'Imaya. Chemin faisant, j'ai appris qu'un groupe de militaires était venu. Et que ce groupe de militaires a fait irruption dans la zone. La première question que j'ai posée dans le stade, mais donc les leaders sont au stade. Et oui, ils sont au stade. Mais on avait déjà conclu quelque chose. Ah non, je pense que le public, ils n'ont pas pu convaincre les gens. Ils sont au stade. D'après toujours le talqui. Je me suis dit d'accord. J'étais dans le dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer le rôle de soldat? Ou est-ce que, si quelqu'un me dit Touma est au stade, avec des hommes, est-ce qu'il faut risquer la vie et revenir? J'étais obligé. Je dis bien, j'étais obligé d'accepter de jouer le rôle de soldat. Car la tenue que nous revêtons, nous la portons dans le but de préserver la vie des autres, même si ça doit nous coûter la vie. Donc, c'est ainsi, j'ai dit au chauffeur de tourner. Et comme vous le savez, de CNDD à maintenant, si ce n'est pas pour aller pour les missions difficiles en forêt, moi j'ai toujours un chauffeur, un garde de corps dans ma voiture. Tout le temps de Alpha Condé, les gens peuvent vraiment le témoigner aussi. Je suis venu sur le terrain. En allant, je suis descendu de la voiture où se trouvaient policiers et gendarmes, dont le directeur Farima, lui-même m'a poussé, il ne faut pas rentrer. Connaissant que Touma et moi, on ne se parlait pas, avant cela, et pour cause. Vous savez, un jour, nous sommes en janvier et février 2009, quand le domicile de l'âge Cellou Dalein et sa femme ont été l'objet de visite de pillage des bérets rouges, moi étant à l'époque chargé de grand banditisme, j'ai ouvert une enquête. Et l'enquête a abouti à quoi? Que c'était des bérets rouges du régiment commando. Ce n'est pas suffisant. L'enquête a continué et on a abouti, je pense que le parquet à l'époque de Dixine ne dira pas le contraire. Donc, nous avons abouti effectivement aux éléments qui ont effectivement passé à l'action. Et nous avons arrêté 9 bérets rouges. Parmi les éléments de Touma, parce que c'était celui qui était le commandant, je veux dire bien, du régiment commando. 9 bérets rouges arrêtés, PV fait, et je pense que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Des gens m'ont conseillé, il faut le libérer, le monsieur il va t'attaquer, il n'a qu'à m'attaquer, parce que la loi c'est la loi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? J'étais à Kamsa pour une mission d'identification des bateaux qui servaient de transport de drogue.
C'est là-bas on m'a appelé pour dire, si tu ne viens pas aujourd'hui, je pense que le groupe de Touma veut attaquer notre service. J'ai demandé le pourquoi. Ils m'ont dit, le pourquoi était simple. Ils veulent libérer les 9 février qui sont en prison. J'ai dit non, ça c'est impossible. J'ai automatiquement pris ma voiture, je suis rentré ici la nuit. Et le matin, comme le bruit qui m'a été annoncé, je n'ai pas vu d'indice, le matin je suis venu à mon bureau en ville ici. Entre-temps, vers les 11 h, ce jour-là, je vais dire, j'ai été appelé de venir, qu'il y a déjà un accrochage entre les hommes de Touma et mes hommes. J'ai pris ma voiture, je suis parti au camp. J'ai trouvé, le capitaine Dadis m'a même appelé pour dire ce que tu vas faire pour ne pas que ça tire entre nous ici. Je pense qu'il faut le libérer, on va le reprendre après. J'ai dit non, je ne peux pas le libérer. Pour rien au monde, je ne peux libérer ces gens-là qui ont piégé un leader, c'est un citoyen et qui n'a rien fait. Ça, ils se sont rendus coupables d'un fait répréhensible. Il faut qu'ils aillent répondre devant la loi. Je pense que, naturellement, comme on me dit, je suis têtu. Je pense que ça m'a coûté un peu la quinine parce que Touma n'a pas laissé son offensive et même les hommes étaient encore à leur défensive. Je pense que ça a pris un moment où le capitaine Dadis, pour raison de stabilité, pour ne pas qu'un tir parte de notre affrontement, était venu lui-même. Les photos aussi sont disponibles. Il est venu en tant que président. Il a dit, écoutez, il s'est mis entre les deux groupes qui étaient en accrochage. Et il les a dit que maintenant, on libère, vous savez que vos hommes n'ont pas bien fait. Mais pour question de stabilité, pour ne pas qu'un autre problème surgisse entre nous, je vais les libérer. Moi-même, je vais ordonner de les libérer, mais ils seront arrêtés après. Et moi, là, complètement, j'étais pas à l'aise. Mais il n'a pas procéduré. Il ne pouvait suivre que le déséquilibre, l'équilibre entre la chose pour vraiment continuer à résister. C'est ainsi que les gens ont été libérés, mais contre mon consentement. Et depuis ce jour, je pense que Touma et moi, on se regardait en chien de faïence. 3 jours après, c'est le général Sekouba qui m'appelle. Vous savez, mon département au départ, c'était vers Koza, un bâtiment isolé vers Koza là-bas, dans la cour du régiment commando. C'est ainsi que le général Sekouba m'appelle et me dit Tchekro, il faut qu'on se voit. J'ai été répondre à l'appel du général. Et elle me dit, à partir de l'instant, on a compris, toi avec ta procédure, vous ne pouvez pas vous comprendre avec nos éléments là. Le mieux, il faut qu'on te fasse sortir de la cour pour aller vers Yimaya, un bâtiment isolé, le B13. Vous allez rester là-bas 2 ans avec ta procédure. La façon d'aborder, j'ai compris. J'ai compris que c'était vraiment une réalité, mais j'étais choqué. En réalité, si Théo est là, il va le témoigner parce que je l'ai dit, il m'a dit, ah, dis donc, calme-toi. J'ai dit, mais dis donc, on ne peut pas me faire sortir dans le camp à cause d'un lieutenant, alors que moi j'étais capitaine 1, j'étais secrétaire d'État 2, et 3, je ne faisais que la procédure. Donc, mais on m'a fait sortir. L'ordre a été donné à l'époque à l'intendant général, qui a aménagé l'endroit. 2 jours après, il était obligé de prendre mes hommes et on a déménagé en dehors de la cour du régiment commando pour aller maintenant désormais, s'il faut dire, exercer notre mission. Alors voilà, imaginez-vous, de ce moment jusqu'au moment du 28 septembre, Touma et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. Parce qu'il y avait d'autres antécédents que tout le monde savait. Quand les gens prenaient des voitures volées, ils rentraient dans le camp avec, et les bérets rouges sont brigandés, et puis c'est nous qui partions retirer ces voitures-là pour remettre aux citoyens. D'autres citoyens me regardent aujourd'hui, ils peuvent en témoigner. Donc, Monsieur le Président, imagine-toi, quand quelqu'un est dans ce dilemme, et qu'on dise que ce sont les mêmes éléments que tu as certainement arrêtés à un moment donné, et qui sont dans un stade, qui dit quoi, je ne sais pas, et que dans ce stade, il y a des coups de feu, et que toi, en tant que soldat, tu es appelé par un devoir, que tu viennes là-bas pour secourir quelqu'un, il faut être quelqu'un vraiment, je pense que, qui est, certainement, ce n'est pas une folie, mais qui est meurtri de patriotisme pour y être.
Parce qu'être soldat, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a un devoir qu'on doit accomplir. Donc, c'est ainsi que je suis venu sur le terrain. Et quand je suis venu sur le terrain, je pense que la première personne que j'ai vue, après avoir résisté avec Farima qui ne voulait pas que je rentre, je reviens sur la chose, je lui ai dit de me laisser rentrer. Il dit que si tu rentres, ils vont tirer sur toi. J'ai dit d'accord, ils vont qu'à tirer, on va voir. Et je suis rentré. Et quand je suis rentré en courant, franchement, je pense que nous sommes au XXIe siècle. Certainement, il y a des images. Certainement, il y a des preuves. Et moi-même, j'en ai. Donc, quand je suis rentré, je pense que Dieu m'a donné la chance de croiser, parce que j'ai vu même avant même l'esplanade, avant que je rentre, parce qu'il y a deux cours. Hein. Quand on dit stade, là, il y a deux cours. Il y a la cour du stade et il y a le stade proprement dit, qui a une porte d'entrée. Donc, quand je suis rentré, j'ai trouvé qui? Le premier, en réalité, c'était le frère Elhadji Seydou Dalein. Quand je l'ai trouvé, on s'est croisés. Il sortait juste du grand stade. On s'est croisés à la porte. J'ai bien dit hein, que j'ai croisé d'autres, même devant là-bas, même au niveau de l'esplanade. J'ai croisé d'autres, mais moi je courais pour rentrer, pour sortir. Mais l'élément essentiel que je cherchais, c'est Elhadji que je tombe là-dessus. Il m'a dit, jeune frère, voilà ce qui se passe. Il dit, mais je vous ai dit que cette armée-là, nous avons été victimes une première fois. On a mis ton domicile dans le sac, ça ne t'a pas dit quelque chose. Cette armée n'a pas sous contrôle. Donc, pratiquement, il faut qu'on quitte ici. Je l'ai pris comme ça. En réalité, on marchait. Il avait comment on appelle là? À l'époque, là, au moment des faits, je n'ai pas senti le sang. Ça, je n'ai pas senti. C'est quand je suis venu avec lui, à quelques 20 mètres de la porte d'entrée de la pelouse, à quelques 20 mètres, j'ai vu Jean Madouré qui était en train de te tabasser comme pas possible. J'ai dit au grand frère, tu m'entends? Lui-même m'a dit, voilà, je vous ai dit, attendez-moi. J'ai couru vers Jean Madouré. Mais à quelques mètres de Jean Madouré, il y a un monsieur qui m'a tendu, qui m'a braqué l'arme. Il m'a braqué l'arme. Il me dit, toi, il dit, mais vous ne savez pas que c'est un leader politique. Il dit, non, mais si c'est un leader, qu'est-ce que tu veux? Tu fais un pas, on tire sur toi. Ce monsieur qui m'a braqué l'arme, jusqu'à maintenant, je le recherche. Jusqu'à maintenant, monsieur le Président, je le recherche. Il m'a braqué l'arme. Ça ne m'a pas démotivé. J'ai foncé parce qu'en ce moment-là, il y avait quelques jeunes gendarmes qui étaient derrière moi, que je ne peux pas identifier parce qu'il faut imaginer, hein, dans un moment de toy-boy comme ça, où la vie peut s'éteindre à tout moment, c'est-à-dire que tu ne peux rien remarquer. Mais l'objectif, c'est la mission. Donc, j'ai foncé sur Jean Madouré, je l'ai pris. Si vous voyez ce premier jour, mon sac, ma tenue était complètement en sang, le côté là, c'est parce que Jean Madouré était complètement en sang. Mais avant que je me retourne, j'ai trouvé encore en accrochant avec les militaires. Et vous voyez. Et quand je l'ai trouvé à terre, je l'ai pris, ils m'ont donné des coups ici. Je l'ai dit dans ma déposition. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi je dis souvent que je suis à la fois coupable et victime. Si je suis coupable. Parce que j'ai été amené 2 fois pour ça au Maroc. Et je pense que mes reins là ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire pas les reins comme vous le pensez. Je parle de la hanche. C'est pas autrefois, sinon je suis un militaire. Il peut faire 2 heures, 3 heures arrêté. Mais après 1 heure tout là, je vais ressentir quelque chose, il faut que je m'asseye. Donc, pour vous dire entre parenthèses, c'était pour juste une parenthèse, j'ai pris l'exemple chose qu'on appelle là, frère Dalein, on a continué. Et celui qui m'a donné le coup, franchement, celui qui m'a donné le coup de bâton, il ne portait pas de béret. Je ne peux pas dire si il était béret rouge, ou béret jaune, ou béret vert. Parce qu'il ne portait pas de béret. Donc, pratiquement, Monsieur le Président, je n'ai pas lâché non plus les 2 éléments. C'est chemin faisant que les Baouri Otola sont ajoutés, on a pris ensemble, nous sommes partis. J'ai dit, ma voiture était déjà venue dans la cour. J'ai dit, il faut faire monter ces gens-là, on va à l'hôpital. Alors, pendant ce temps, quelqu'un m'a dit, dans l'euphorie là, parce que moi-même j'étais dans la voiture, quelqu'un m'a dit, les Sidia sont là. Il dit, prenez-les, enlevez-les ici. Sidia, quand il sera là un jour, je sais qu'ils seront là, ils viendront notifier cela, ou ils l'ont déjà notifié, parce que je pense que tout le monde a écouté
ce que ces leaders ont dit le lendemain. Et moi, j'ai cru avoir vraiment accompli ce devoir de soldat. C'est ainsi que j'ai continué vers l'hôpital. Et puisque, comme Baouri a dit que j'ai conduit le véhicule parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture. Et j'étais obligé de laisser ma place pour les autres et prendre le volant. Je suis un excellent chauffeur. Je suis venu à Mouraï-Paré. C'est-à-dire, l'idée qui m'est venue directement à Mouraï-Paré à l'époque, vous savez que c'était la clinique phare. Nous sommes venus à Mouraï-Paré et instantanément, j'ai vu un groupe de bérets rouges. Mais la seule personne que j'ai remarquée, c'était Toumba. C'est bien dit, c'était Toumba. À Mouraï-Paré. En réalité, il n'était pas le seul, c'était Brody. Mais j'ai remarqué au moins 2, 3, 4 pick-up, instantanément. Pendant qu'on descendait, le frère Célou Dalin, ou les premiers soins, les gens sont venus avec les brancards. Pendant qu'il était presque sur ce brancard, c'est en ce moment qu'on nous a entourés. Quand on nous a entourés, on a dit que si on continue, si le traitement, si on le fait introduire, ils vont faire péter la clinique. Franchement, je vous dis que je n'ai jamais peur de ma vie, ou dans ma vie. Mais ce jour, le cœur a vibré. Mon cœur a vibré. Je savais que si je tentais à insister, je pouvais en partir. Parce que l'antécédent qui est entre nous m'est venu dans la tête. En même temps, je me suis dit que, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit aux gens, remettez-les dans la voiture. Le Dalin a été descendu. Il a été encore remis dans ma voiture. Et je suis monté sur le pont. Sur le pont, je pense que c'est là-bas où la piste a été brouillée. Moi, je suis parti d'abord en ville, j'ai tourné un côté de côté. Je me suis dit de quelque part, comme l'autre l'a dit, comme Baoui le dit deux fois, je faisais des stratagèmes dans ma tête pour dire où les envoyer, pour les mettre en sécurité. C'est ainsi que je suis venu, j'ai piqué sur le camp Sambouri, qui est vraiment un endroit bien sécurisé. C'est un grand camp. Je suis venu, on est rentré, les docteurs sont venus, les médecins et tout ce qui était en blouse là. Et j'ai dit aux gens, mettez-les urgemment en traitement, en soins préventifs, pour ne pas que quelque chose arrive à ces gens-là. Ils ont été tous installés. Et moi-même, je suis resté un peu longtemps. J'ai demandé aux gens, mais où sont les autres? Quelqu'un m'a dit non. Et les gens les ont envoyés vers, je veux dire ici, vers la gendarmerie. C'était ainsi que vers le soir, je suis remonté, après avoir donné les consignes au camp Sambouri, pour dire que, sauf ceux qui sont porteurs de blues, sinon, aucun autre militaire n'avait le droit de visiter ces leaders. Et c'est en ce moment que je me suis retiré, je suis parti au camp. J'ai trouvé au camp là-bas les totos, j'ai trouvé vraiment un monde maintenant là-bas. Et j'ai trouvé le capitaine Dadis, président de CND à l'époque, vraiment en chaleur. Il criait, vraiment il était chauffé. Et j'ai fait mon compte rendu. Je pense que j'ai dit qu'il a demandé aussitôt. Donc ils sont là-bas, oui. Et personne d'entre eux n'est gravement blessé. Il dit oui, il y a le sang, mais je pense qu'ils sont vraiment, leur vie n'est pas en danger. C'est ainsi qu'ils m'ont demandé de les accompagner, de ressortir avec le Premier ministre Komara, avec le ministre Koutoubou Sano, qui était le secrétaire général à l'époque de la Ligue religieuse. Et il m'accompagnait, il fallait leur demander de bien vouloir se mettre en disposition pour aller à la clinique Pasteur à leurs frais. Je suis ressorti avec le Premier ministre Komara, accompagné par Koutoubou Sano également. Et je suis revenu encore sur le terrain, leur dit de ces ministres Komara, Premier ministre Komara qui les a dit, écoutez, on est venu avec le Konateboro, il est question de vous envoyer, sur instruction du président Dadis, à la clinique Pasteur à ses frais. Alors, ils n'ont pas résisté, les gens se sont mis à notre disposition, nous sommes partis à la clinique Pasteur, on les a déposés, et ceux qui étaient encore nouveaux du dispensaire qu'on appelait dans le temps PM3 à la gendarmerie, nous sommes repartis vers eux avec le Premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano. On les a dit de se mettre en disposition. Et ils sont venus encore, ils se sont mis en disposition, ils sont venus, ils ont été tous admis à la clinique Pasteur. J'y étais, et c'est moi qui pilotais la mission en fait.
Donc, pratiquement, j'ai mis une ceinture qu'on appelle le cordon sécuritaire autour de la clinique Pasteur jusqu'au matin. Jusqu'au matin, j'ai mis alors un cordon sécuritaire autour d'eux. Je pense que jusqu'au matin, il ne s'est rien passé. Il ne s'est vraiment rien passé et les gens ont reçu des soins, comme ils l'ont dit eux-mêmes, à travers les zones. Monsieur le Président, Monsieur le Président, voilà ce jour-ci, ce qui s'est passé. Ce jour-là, ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, moi, j'ai les films dans ma tête. Et je n'ai eu peur que chaque fois, quand je me couche là, ou à chaque fois, le 26 ou 27 septembre de chaque année, sur les 13 ans, et quand je fais le film dans ma tête, je me dis, c'est bien. C'est bien pour un pays d'accuser un innocent. Lorsque ma déposition a été demandée en 2012, lorsque le cours des juges d'instruction m'a reçu, la première des choses que j'ai posées à ces juges de cours d'instruction, je les ai demandé, est-ce que ceux que vous avez déjà entendus, qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Je pense que le pool m'a dit que les leaders ont bien parlé de toi.